déstabilisation. Après avoir échoué par la voie de la violence, les pro-Gbagbo rêvent des paramilitaires russes de Wagner en Côte d'Ivoire. La propagande russe est-elle en train de gagner les rives ivoiriennes? Telle serait la question que l'on se poserait. On pourrait le penser avec ce qui a été donné de voir le samedi 25 février 2023 à Yopougon. Au cours du meeting tenu par le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, de Laurent Gbagbo, à l'espace Fikayo de Yopougon, le parti de Laurent Gbagbo était en meeting. À l'occasion, deux faits ont retenu l'attention. D'une part, des jeunes gens arborant fièrement le drapeau russe aux couleurs blanc, bleu, rouge. Et d'autre part, une pancarte sur laquelle il était écrit « Poutine, la porte d'Afrique pour la libération ». Des images qui rappellent celles que les médias ont rapportées lors des récentes manifestations publiques qui ont eu lieu à Bamako au Mali ou au Burkina Faso. Ces pays, dont une bonne frange des populations, autant que les dirigeants semblent sensibles à la propagande pro-russe. Cette image des jeunes gens drapés du drapeau russe et exultants laisse clairement penser que les partisans de Laurent Gbagbo sont eux aussi sensibles au narratif tendant à applaudir Vladimir Poutine et la Russie, perçus comme des sauveurs d'une population africaine supposée prise en otage par la France. En témoigne cet appel du pied lancé aux autorités russes à travers le message sans ambiguïté de la pancarte, fièrement brandi sur le lieu du meeting du PPACI. Poutine, la porte d'Afrique pour la libération. Joint par téléphone pour savoir les motivations de cette exhibition du drapeau russe, Trabita, alias Cœur de Gbagbo, l'un des jeunes gens, y est allé de sa pirouette. On l'a fait comme ça, sans arrière-pensée, sans savoir que ça allait avoir des conséquences, parce que nos amis ont été arrêtés, a-t-il dit. On savait les pro-Gbagbo fascinés par la Russie et autres États, censés délivrer l'Afrique du joug français. Durant la décennie qui a suivi la rébellion de 2000 jusqu'à la présidentielle de 2010, ils ont rêvé de voir Poutine s'inviter dans les affaires ivoiriennes en prenant évidemment fait et cause pour Laurent Gbagbo. Aujourd'hui encore, ils ne sont pas de parti de cette fascination pour la Russie. À en juger par leur prise de position en faveur des pays de Poutine, du pays de Poutine, sur les réseaux sociaux, dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Il n'est donc pas surprenant qu'ils aient brandi fièrement le drapeau russe à l'occasion du meeting animé par le PPACI le samedi dernier. Un fait qui est donc loin d'être anodin et que les autorités ivoiriennes actuelles auraient tort de négliger. En effet, ce geste consistant à arborer le drapeau russe vient rappeler une autre scène d'il y a quelques semaines. Un jeune homme à vélo, le torse ceint du drapeau russe, sur le boulevard lacunaire dans les encablures du stade Félix Houphouët-Boigny. Il y a donc lieu d'ouvrir les yeux sur cette diffusion du sentiment pro-russe dans le cercle des partisans de Laurent Gbagbo. Une attitude pour le moins inconséquente de la part de ceux-là qui n'ont de cesse de fustiger la France, taxée régulièrement de néocolonialistes. Comment, en effet, expliquer que ceux qui dénoncent à gorge déployée le colon français fassent appel du pied à un autre colon d'une autre puissance dominatrice, dont la Russie? Que cache cette fascination pour la Russie de Poutine, dont la ministre sanguinaire Wagner est aujourd'hui le bras séculier en Afrique? En célébrant les Russes,
Ces partisans de Laurent Gbagbo et du PPACI renvoient en effet à l'opinion leur admiration, voire leur fascination pour la milice Wagner, dont le nom est de plus en plus associé au régime de Poutine. Ce qui fait dire à certains que le PPACI de Laurent Gbagbo se comporte comme une sous-section de la Russie ou tout encore une sous-section de Wagner. C'était un article tiré d'Opéra News pour ceux qui souhaiteraient vérifier. Sujet numéro 5. Le PPACI pris au piège de son populisme et de son anticolonialisme de circonstances d'opérette. Je tiens déjà à vous signaler que c'est un texte de notre père Alexis Diette. Au fur et à mesure que j'en ferai la lecture, je vais m'arrêter et donner des explications. Les militants pro-Poutine et pro-Wagner du PPACI, portant le drapeau russe et proférant des slogans caractéristiques de la nébuleuse, en guise de bravade, ne font que suivre en bas l'exemple pro-Poutine et pro-russe donné en haut par les déclarations et les engagements de certains cadres et dirigeants du PPACI et les prises de position sans équivoque de ces médias. On s'arrête là pour expliquer. En réalité, c'est simplement un acte de lâcheté de la part de Laurent Gbagbo et de son PPACI ainsi que de ses chiens de guerre qui font l'exhibition des drapeaux russes à travers des jeunes gens analphabètes, surtout endoctrinés à la sauce du tribalisme. Eux-mêmes, Laurent Gbagbo et ses partisans les plus radicaux, manquant de courage, font faire à des jeunes gens ce que eux souhaiteraient voir. Donc ce qu'on a pu voir, c'est Laurent Gbagbo avec les Damona Picasse, avec les Kone Katina, avec les Odette Lorugnon et avec surtout tout ce que vous connaissez qui ont demandé à ces jeunes gens qui ont payé ces drapeaux et qui leur ont dit faites-leur porter ces drapeaux-là pour essayer de blesser l'opinion publique ivoirienne. Ici est posé le problème de l'exemplarité des cadres dirigeants des partis de l'opposition ivoirienne en matière d'engagement citoyen, patriotique, républicain et national et en matière de défense de la souveraineté du pays. Explication. Sinon, s'ils étaient contre ce fait de voir des drapeaux russes, Laurent Gbagbo et sa bande avaient toutes les possibilités entre leurs mains de simplement demander à ces jeunes gens qui portaient ces drapeaux russes de les cacher ou simplement de quitter le lieu du meeting. Mais que non, ils ont laissé les choses faire parce que c'est eux qui ont bel et bien demandé que ces jeunes agissent ainsi. Mais comme je le disais, Laurent Gbagbo et ses sbires, manquant cruellement de courage pour assumer ces mauvais exemples, ils font donc faire cela par des jeunes complètement abrutis. Il ne faut pas aller bien loin sur les réseaux sociaux et dans l'actualité pour y trouver des documents compromettants qui permettent de douter de la capacité du PPACI, de Laurent Gbagbo et de ses cadres dirigeants à être irréprochables sur le registre de la défense de ses valeurs politiques en Côte d'Ivoire. Explication. Pour bien comprendre qu'il y a assez de preuves contre Laurent Gbagbo dans le passé comme dans le présent et surtout même dans l'avenir, qui tient constamment les discours de la haine identitaire comme programme de société. C'est Laurent Gbagbo et son PPACI. Qui a à son actif les escadrons de la mort. C'est Laurent Gbagbo et son FPI-PPACI. Qui, autre que Simone et Laurent Gbagbo, ont applaudi les viols des femmes opposantes dans les années 2000. C'est encore bien Laurent Gbagbo et son PPACI. Qui a fait entrer en Côte d'Ivoire les mercenaires libériens du Lima FS, les mercenaires sud-africains, les chiens de guerre angolais,
les mercenaires biélorusses pour canarder les populations ivoiriennes et surtout finaliser leurs sales besoins en liquidant des soldats français en novembre 2004. C'est encore Laurent Gbagbo et son PPACI-FPI qui a armé les jeunes Ivoiriens de l'ouest de la Côte d'Ivoire pour massacrer d'autres Ivoiriens à travers les dangereuses milices du MILOSI, du FLGO, de l'APOE, du GPP et autres jeunes soi-disant patriotes, de véritables carnassiers. C'est encore Laurent Gbagbo et son FPI PPACI qui a dit 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite. Moi, Laurent Gbagbo, j'avance. C'est encore bel et bien ce Laurent Gbagbo et son FPI qui n'ont fait qu'encourager la mort des Ivoiriens. Qui a fait le charnier de Yopougon au soir d'octobre 2000. C'est encore Laurent Gbagbo et son PPACI-FPI. Qui a fait les charniers de Guitrozon, les charniers de Monokozoï, les charniers de Dioko et Carrefour, les charniers de Dioko Kokoma. C'est encore Laurent Gbagbo et les bandes de miliciens qu'il a armés pour tuer la population. Qui a fait la promotion de la prostitution sur la rue Princesse. C'est encore Laurent Gbagbo et son FPI PPACI. Qui a refusé de construire des écoles, qui a refusé de construire des routes, qui a refusé de construire des universités pour les Ivoiriens, qui a refusé d'augmenter les salaires des Ivoiriens, qui a refusé et surtout dit aux Ivoiriens qu'il n'a pas d'art pour produire de l'argent, mais qui, à contrario, détournait sans honte les biens de la République de la Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo et sa clique. Qui revendait à cœur joie les patrimoines de l'État ivoirien disséminés à travers le monde. C'est encore Laurent Gbagbo, le FPI et le PPACI, qui a instauré la guerre civile en Côte d'Ivoire pour se maintenir au pouvoir entre 2005 et 2010. C'est encore Laurent Gbagbo, qui a refusé de quitter le pouvoir après sa cuisante défaite en octobre 2010. C'est encore Laurent Gbagbo, la LMP, le FPI et le PPACI, qui avait pour sport favori de faire massacrer les étrangers vivant en Côte d'Ivoire sous le prétexte qu'ils étaient CEDEAO. C'était encore Laurent Gbagbo et son FPI, qui, depuis 2021, affirme bizarrement aimer les Africains plus que les Ivoiriens sous le sceau d'un populisme et d'une démagogie, d'un panafricanisme bestial. C'est encore Laurent Gbagbo, son PPACI et le FPI. Quel est le régime qui a le plus bâillonné les consciences et les libertés d'opinion en assassinant sous la férule des escadrons de la mort des civils comme M. Kamara Yerefe H, M. Émile Té, M. Benoît Dakouri Tablé et de nombreux journalistes comme Guy André Kuffer et Jean Hélène. C'est encore le FPI, LMP, PPACI de Laurent Gbagbo qui a bradé la Côte d'Ivoire à la France plus que le régime de Laurent Gbagbo qui parlait du win-win ou 50-50. C'est encore Laurent Gbagbo et son FPI. En vérité, je vous le dis en vérité, même si le diable est malin, il ne saurait se cacher du bon Dieu. M. Laurent Gbagbo et sa nomenclature se retrouvent à nouveau devant l'épreuve de la révocation du populisme, de l'anticolonialisme suranné d'opérette qui mène à la perdition politique. Il se trouve à nouveau devant l'épreuve de la responsabilité politique et de l'engagement républicain et démocratique. Explication. Quand le gangstérisme, quand le banditisme et la vulgarité, dans tous les sens, deviennent la marque déposée d'un homme comme Laurent Gbagbo et de sa bande de criminels, de loups assoiffés de sang, mais surtout des loups sans oreilles et sans queue, ces personnes de peu de valeur pensent pouvoir tromper le monde, mais en vérité, la terre tout entière en a absolument marre de vous. Mais retenez une chose, la riposte des populations ivoiriennes contre ces brigands de la politique ivoirienne risque d'être à la fois très fatale, mais extrêmement brutale, puisque ces personnes, Laurent Gbagbo et sa bande, ne comprennent pas
que leurs bêtises ne seront jamais des signes de sagesse acceptés dans notre société humaine. Pour reconquérir une crédibilité politique en Côte d'Ivoire, il ne suffira pas à M. Laurent Gbagbo d'interdire sur toute l'étendue du territoire les activités délictueuses et insurrectionnelles des ex-étudiants miliciens de son parti qu'il a promus en tant que cadre dirigeant de son PPACI et qui en fait ne font que imiter leur chef suprême. Assurer la continuité de son populisme et de sa vision belliciste de la politique. Explication. Aujourd'hui, face à ses limites, Laurent Gbagbo distille son héritage de la violence à des jeunes terroristes qu'il a pris le soin de former depuis des années dans nos universités. Ce sont de nos jours ces individus extrêmement violents et sans culture intellectuelle, encore culture sociale, qui sont devenus les cadres du PPACI, avec toujours pour fondement idéologique le mensonge, le déni de la réalité et surtout la haine et l'arrogance inutile. On a même vu des partisans du GPS à ce fameux meeting tenu à la place Fikayo le 25 février 2023. Comme quoi, le Satan en personne et ses enfants étaient en réunion dans leur tanière. Il lui faudra révoquer son discours populiste et pseudo-anticolonialiste. Explication. Seule l'intelligence de nos populations permettra aux PPACistes de retourner dans les oubliettes de l'histoire quand Laurent Gbagbo et son FPI frélaté devenu PPACI n'ont rien de positif à offrir à la Côte d'Ivoire tout entière. N'est-ce pas trop demander au chef du PPACI? Le père Alexis Diète termine avec cette question. Et effectivement, c'est leur demander assez, voire même trop. Parce qu'en réalité, il faudra une justice rude et inflexible face à Laurent Gbagbo et à ses apôtres du mal. Ces kidams égoïstes qui ne rêvent que d'imposer à la Côte d'Ivoire le règne de leurs arbitraires et de leur turpitude. Et cela nous est bien démontré dans cet article de Jeune Afrique intitulé « Qui est derrière les escadrons de la mort ?» article paru le 12 mars 2003. Laurent Gbagbo s'est toujours promis de ne jamais poursuivre un journal, de laisser ceux de ses compatriotes journalistes travailler entre guillemets en paix, y compris, et certains de ses amis n'ont cessé de le lui reprocher. Quand leurs propos ou leurs écrits n'avaient rien à envier à Radio 1000 Collines du Rwanda. Le voici aujourd'hui hors de ses gonds, après plusieurs semaines d'accusations continues et persistantes sur ses liens supposés ou réels et ceux de son épouse Simone Gbagbo avec les escadrons de la mort. Le 1er mars 2003 à Abidjan, le chef de l'État ivoirien s'est résolu à mettre de côté sa promesse. Laurent Gbagbo a nié toute implication personnelle dans les crimes des forces militaires ou paramilitaires, décidé de porter plainte contre 2 quotidiens français, coupables à ses yeux d'avoir associé, à travers leurs articles, son nom et celui de sa femme à de telles pratiques. Et annoncé qu'il allait demander au Conseil de sécurité des Nations Unies de saisir la Cour pénale internationale pour que soit constituée une commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme dans le pays. Pas de touristes entre guillemets, mais de vrais enquêteurs dont il se dit prêt à favoriser le déplacement. La sortie présidentielle s'est voulue celle d'un homme blessé dans ses principes et ses convictions. La Côte d'Ivoire s'est-il révoltée? N'est pas gouvernée par un assassin. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Ma femme n'a jamais tué quelqu'un. Et Laurent Gbagbo de préciser
que les assassinats perpétrés ne bénéficient en rien à son régime puisqu'il vise des gens marginaux politiquement. Notre silence est rompu. Nous allons mener la bataille pour que les méchants et les incapables et les incompétents et les meurtriers et les menteurs soient arrêtés à la bonne heure. Parce que la liste est déjà longue. Du général Guy Robert, ainsi qu'une partie de sa famille et de ses proches, tués le 19 septembre 2002, aux premières heures de la crise, au comédien Kamara Yerefe, alias Kamara H, membre dirigeant du Rassemblement des Républicains d'Alassane Ouattara, retrouvé mort le 1er février, en passant par le ministre d'État chargé de l'Intérieur et de la décentralisation, Émile Bogadoudou. Sans oublier Benoît Dakouri Tablé, le frère cadet de Louis, l'un des chefs de file du MPCI, la branche politique de la rébellion, également abattu le 6 novembre. Sans oublier les citoyens moins connus, éliminés, assassinés pour la plupart selon des témoins par des hommes en uniforme. À l'heure où Abidjan est sous couvre-feu. Alors se pose la question de savoir qui tue, qui a intérêt à tuer des gens suffisamment marginaux pour ne pas déranger l'équilibre politique, mais dont on peut se servir pour faire de la mauvaise publicité contre le régime de Laurent Gbagbo. S'interroge le numéro 1 ivoirien. Il n'est pas le seul, mais nul n'a encore trouvé de réponse étayée. En attendant de voir les responsabilités clairement établies, le mouvement ivoirien des droits humains, en abrégé MIDH, tient, jour après jour depuis le 19 septembre 2002, et sur la base de témoignages des familles, une macabre comptabilité des victimes et des circonstances de leur mort. Amnesty International, qui a déjà mené une enquête en zone sous contrôle loyaliste en 2002, en a dépêché une autre le 3 mars à Abidjan. Moins d'une semaine après la publication de son rapport sur la situation des droits humains dans les régions détenues par le MPCI. Début février, c'est le rapport d'une mission d'établissement des faits de l'ONU effectué entre le 23 et le 29 décembre dans la partie gouvernementale du pays qui stigmatise les crimes ciblés et n'exclut pas une implication du pouvoir de Laurent Gbagbo. Une autre équipe de l'ONU est attendue pour cette fois une enquête, autrement plus fouillée que la première. Alors que le président français Jacques Chirac ne s'est pas embarrassé de formules diplomatiques pour évoquer ouvertement devant ses pairs réunis le 20 et 21 février au sommet France-Afrique l'existence d'escadrons de la mort à Abidjan. De l'Afrique du Sud, de l'apartheid à la Colombie des narcodollars, en passant par le Burundi des affrontements interethniques, les escadrons de la mort traînent suffisamment d'horreur pour que le chef de l'État français ne puisse les mentionner à la légère et menacer ceux qui sont derrière de la Cour pénale internationale. De fait, depuis le début de la crise, les assassinats, les exactions contre les libertés fondamentales et le droit humanitaire dont se sont rendus coupables les forces de l'ordre semblent indiquer que certains corps militaires ont échappé en partie au contrôle de l'État pour former une sorte de nébuleuse aux ramifications multiples. À en croire certaines indiscrétions, les annexes non encore rendues publiques de l'enquête onusienne d'établissement de faits citent des noms dont celui du capitaine de gendarmerie Anselme Sekayapo, aide de camp de Simone Gbagbo, élève formé à l'école des forces armées de Bouaké et ancien stagiaire de Meloum en France, et celui de Patrice Bailly, un adepte des arts martiaux appartenant à la garde civile de Laurent Gbagbo. Le premier, qui s'en est d'ailleurs défendu il y a quelques semaines dans la presse locale, après avoir rappelé le rôle qu'il a joué dans la bataille de la nuit du 18 au 19 septembre 2002 pour la défense d'Abidjan face aux soldats du MPCI, est soupçonné de diriger l'aile militaire des escadrons
le second d'être à la tête de la branche civile. À ces deux structures s'en ajoute une troisième composée d'éléments de la brigade anti-émeute, en abrégé BAE, un corps de la police nationale créé en 1998 par Henri Konan Bédié, développé et équipé par le défunt ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Émile Boga Doudou. Certains des membres de cette unité sont rattachés à la présidence de la République de Laurent Gbagbo, aux grandes dames d'organisations comme le MIDH, qui regrettent qu'un tel groupe à la composition et aux attributions floues soit logé au palais d'Abidjan par Laurent Gbagbo. Ce sont, entre autres, des éléments de la BAE qui ont été mis en cause dans la mort de quelques 70 personnes de confession musulmane, pour la plupart au moment et au lendemain de la reprise, le 14 octobre 2002, de la ville de Daloa, au centre-ouest du pays, par les troupes gouvernementales. Les assassinats ciblés des personnalités politiques et ou des membres de leur famille sont en revanche imputés à celui que tout le monde à Abidjan appelle familièrement Seka Seka et à Patrice Bailly alias Maître, parce que titulaire d'une ceinture 3e dan de karaté. De nombreux témoignages relayés par les associations de défense des droits de l'homme et par la presse désignent Seka Seka et ses compagnons comme les auteurs du meurtre le 19 septembre 2002 du général Guy Robert, de 7 membres de sa famille et de la garde rapprochée, dont le capitaine Fabien Koulibaly. Ils sont également mis à l'index dans la liquidation du docteur Benoît Dakouri Tablé, de 2 membres de la famille du secrétaire général adjoint du RDR Amadou Gon Koulibaly et du lieutenant Dosso, aide de camp du président Alassane Ouattara, et selon l'épouse de celui-ci, Dominique, c'est un char portant le nom de la rivière Komoué, avec à son bord les subordonnés de Seka Seka, qui, en ce 19 septembre 2002, est venu défoncer à exactement 14h45 la grille de l'entrée de la villa du président Ouattara, dans le quartier abidjanais de Cocody. Le couple ne doit la vie qu'à l'hospitalité de l'ambassadeur d'Allemagne à Abidjan, dont la résidence est mitoyenne de la sienne. Patrick Bailly, lui, est celui qui a arrêté le 4 décembre 2000 le porte-parole du RDR, M. Ali Koulibaly, avant de le déposer au camp de gendarmerie d'Aba. L'infortuné aujourd'hui à Paris, pour raison de sécurité, comme bon nombre d'autres dirigeants ivoiriens, surtout des républicains du RDR, se souviennent. Il m'a livré à une équipe de tortionnaires, affirme M. Ali Koulibaly. Depuis, Bailly fait régulièrement parler de lui. D'autant plus qu'au lendemain de la tentative du putsch de janvier 2001, Maître Bailly, comme aiment à l'appeler certains, et ses hommes sont intégrés dans le corps du groupement de sécurité de la présidence de la République, en abrégé GSPR. Ils jouissent d'un statut au contenu plutôt mal défini, n'ayant pas officiellement la qualité de fonctionnaire et n'appartenant pas à ce qu'on appelle dans le pays les corps habillés entre guillemets, pour désigner tous ceux qui portent un uniforme. Ce qui ne les empêche pas d'arborer les treillis et autres vêtements militaires pour la nuit venue, parcourir malgré le couvre-feu des rigueurs depuis le début du conflit, les artères d'Abidjan à bord de 4x4 Cherokees et de BMW aux vitres sombres et aux plaques d'immatriculation aveugles. Ils ont pignon sur rue. Bien des Abidjanais s'indignent de la façon dont ce super shérif et ses acolytes veillent sur le sommeil de la capitale économique ivoirienne. À l'instar de ce haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, ce qui est inquiétant avec ces hommes, c'est qu'ils inspirent partout la crainte, y compris parmi les autorités de police, de l'armée et de la gendarmerie. Personne ne veut se mêler de leurs activités parce qu'ils ne font pas partie des corps habillés et surtout
parce qu'ils relèvent directement de la présidence, donc de Laurent Gbagbo en personne. Ils ont pignon sur rue et mettent au point leur ronde nocturne dans une villa des 2 plateaux qui leur sert de quartier général. Un des agents de patrouille qui a l'habitude de les croiser dans Abidjan sous couvre-feu les décrit ainsi: mi-craintifs, mi-admiratifs. Ils sont de loin, soupire-t-il, mieux équipés que les autres forces de sécurité. Ils disposent de 4x4, double cabine, de Uzi et de A52. Autant d'armes d'assaut plus performants que les Kalachnikov et autres pistolets de marque Beretta. Qu'ils soient militaires, paramilitaires ou civils, les escadrons de la mort opèrent presque toujours de la même manière, selon la plupart des témoignages recueillis notamment par la mission onusienne. D'établissement des faits, des hommes en uniforme se présentent au domicile de leur cible, lui intiment l'ordre de les suivre, l'embarquent pour interrogation, nous dit-on, dans leurs locaux et la sortent de la ville pour simplement et purement la battre avant de jeter son corps dans une rue de la ville abidjanaise. Un ancien haut fonctionnaire qui a échappé à ce sinistre scénario raconte: à travers le Judas de ma porte, je les ai aperçus. Ils portaient des cagoules noires et brandissaient des armes. Ils m'ont demandé d'ouvrir au nom de la DST, la direction de la sécurité du territoire, en prenant garde de ne pas alerter le voisinage et sans cesser de jeter des regards furtifs aux alentours. La suite est connue. Si la cible a le malheur de les suivre, plus que le couvre-feu lui-même, c'est une logique de la liquidation physique décrite comme ciblée et quasi mécanique qui entretient la peur à Abidjan, alerte la communauté internationale et sort le président Laurent Gbagbo de son silence. Parce que les dénégations de son ministre de la Justice Désiré Tagoro, dénonçant une campagne médiatique savamment orchestrée et rappelant le conditionnel employé dans le rapport de l'ONU, qui n'est pas un rapport d'enquête, n'y ont rien fait. Pas plus que l'intervention non moins outrée de sa collègue déléguée aux droits de l'homme, Victorine Wodier, qui a rendu public le 17 février un document. Celui-ci intitulé « Rapport des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Observation du gouvernement ivoirien » refute au mot près certaines des accusations onusiennes, lesquelles jettent le trouble et font craindre que la Côte d'Ivoire ne devienne le Libéria, la Sierra Leone ou l'Angola d'il n'y a pas longtemps. Le tout à cause des agissements présumés fautifs des gens réputés sinon proches de Gbagbo, du moins de son régime. Plaidoyer pédagogique. La crainte est devenue assez prégnante pour que le chef de l'État en personne décide donc de monter au créneau et de montrer qu'il vaut mieux que l'image qu'on cherche à donner de lui et de son pays. Plaidoyer pédagogique, tantôt enjoué, tantôt grave, où Laurent Gbagbo indique que 48 personnes, mais il ne précise pas qu'elles sont liées aux escadrons de la mort, sont aujourd'hui entendues par les services compétents, que des pistes existent ainsi que de nombreux autres éléments, dont une cassette enregistrée fournie par les services de renseignement généraux qu'il entend remettre à des vrais enquêteurs de l'ONU qu'il a hâte d'accueillir ou, le cas échéant, pensent certains, verser à un éventuel dossier pour la Cour pénale internationale. En attendant, je fais ce que je peux pour assurer la sécurité de tous, dit Laurent Gbagbo, à commencer par les prochaines cibles, supposées des escadrons de la mort, qu'il fait surveiller à leur insu, avant d'admettre que les forces de sécurité et de défense sont désorganisées du fait du conflit, comme dans toute guerre civile, dont c'est le propre de favoriser un climat d'insécurité.
terreau de toutes les dérives, de tous les escadrons de la mort. À l'arrivée, avec ce Français truculent, dont Trècheville semble détenir la marque de fabrique, ce commentaire désabusé de la sortie présidentielle, quand les enfants gâtent, les grands arrangent. Laurent Gbagbo serait-il en train d'arranger? Telle est la question que l'on serait tenté de se poser. Et donc voilà ce qu'on aurait pu dire aujourd'hui et faire aujourd'hui pour rappeler aux Ivoiriens que nous venons vraiment de loin, pour rappeler aux Ivoiriens que la nécessité de la justice s'impose plus que jamais à la Côte d'Ivoire, mais surtout pour dire au gouvernement actuel, si nous rappelons tous ces faits-là, c'est pour leur signifier leur responsabilité. Si ce gouvernement ne prend pas attache avec la justice pour la faire correctement, il sera victime de sa propre négligence. Et cela risque de nous reconduire dans les mêmes schémas que nous avons connus de par le passé. Et vous aurez remarqué que sur cette plateforme, nous ne cessons pas du tout de rappeler la nécessité de la justice, ce que nous allons continuer à faire autant que se peut, pour que la conscience collective humaine se souvienne qu'il y a eu des hommes, des femmes qui ont tenu à l'idéal de justice et qui ont fait et qui ont parlé et qui ont agi sans se dédire et qui sont restés fidèles à l'idéal de justice. C'est vraiment important. Il faut que le pouvoir en place s'en souvienne, car c'est la seule manière par laquelle il pourra lui-même laver sa propre dignité.